Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a combattu courageusement sur plusieurs fronts mondiaux. Pour la bravoure dont ils ont fait preuve en vainquant les puissances de l'Axe, les soldats américains ont reçu au moins 1 million de Purple Hearts. Il y avait cependant une unité qui se distingue comme la plus décorée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était le 442e régiment d'infanterie, qui a reçu plus de 15 000 distinctions. Fait curieux, cette unité était composée uniquement de volontaires américains d'origine japonaise. La plupart des Américains d'origine japonaise ayant combattu durant la Seconde Guerre mondiale étaient des Nisei, la deuxième génération. Ils étaient les enfants d'immigrants nés au Japon installés aux États-Unis. La majorité vivait sur la côte ouest des États-Unis et à Hawaï. Après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor fin 1941, l'Amérique est entrée en guerre, et les Nisei de la côte ouest, ainsi que leurs familles, ont été internés de force par le décret exécutif 9066. Ce décret permettait de surveiller, détenir ou relocaliser les résidents américains, ayant des ancêtres jugés ennemis étrangers sur décision militaire. Environ 120 000 Américains d'origine japonaise ont été internés dans 10 centres, le gouvernement les voyant comme des ennemis potentiels, craignant sabotage et espionnage. La situation était complètement différente à Hawaï, où il n'y a pas eu d'internement des Américains d'origine japonaise, à l'exception des dirigeants importants. Cela était dû au fait que les Américains d'origine japonaise représentaient plus d'un tiers de la population totale de l'archipel. Cependant, la loi martiale a été instaurée dans les îles hawaïennes. Les Kibé ont été particulièrement ciblés et traités avec une grande sévérité. Des citoyens américains d'origine japonaise, nés aux États-Unis, étaient partis étudier, ou pour d'autres raisons au Japon, avant de revenir vivre à Hawaï. Les Américains d'origine japonaise à Hawaï ont pu rester dans la garde nationale d'Hawaï. Cependant, les membres de la garde nationale d'Hawaï ont été temporairement désarmés, et les étudiants et cadets locaux du ROTC ont été renvoyés du service. Ces anciens étudiants et cadets ont formé un groupe d'aide civile, les Varsity Victory Volunteers, qui fournissaient la main-d'œuvre nécessaire à la construction massive des bases militaires américaines dans le Pacifique. C'est à partir de ces hommes que le bataillon provisoire hawaïen a été formé. Le bataillon provisoire hawaïen a également été formé à partir d'Américains d'origine japonaise de la garde nationale d'Hawaï. Cette unité était le précurseur du célèbre One Puka Puka, le 100e bataillon d'infanterie. Début 1943. Malgré une forte opposition, le gouvernement a mobilisé les Américains d'origine japonaise et créé une unité de combat spéciale. Le gouvernement voulait prouver que tous les citoyens, y compris les Américains d'origine japonaise, étaient égaux en droits, devoirs et loyauté. L'inclusion des Américains d'origine japonaise dans l'armée servait aussi de contre-propagande face aux affirmations de l'Empire japonais, selon lesquelles l'Amérique menait une guerre raciale en Extrême-Orient. Même s'il était initialement prévu d'avoir un engagement plus important de volontaires parmi les citoyens du continent, leur enthousiasme patriotique a été freiné par la politique d'internement. Le nombre de volontaires potentiels était bien plus élevé à Hawaï. Le plan initial visant à engager 3000 volontaires du continent et 1500 d'Hawaï s'est finalement soldé par 10 000 volontaires d'Hawaï et 1182 du continent. Selon les plans du gouvernement, ces hommes ne combattraient que sur le théâtre européen de la guerre. Il semblait que la loyauté des soldats Nisei n'était pas aussi incontestable que le gouvernement le prétendait. L'ordre formant le 442e Regimental Combat Team, émis le 22 janvier 1943, définissait que tous les soldats devaient être des citoyens américains d'ascendance japonaise, résidant aux États-Unis depuis leur naissance. Les officiers supérieurs devaient être des citoyens américains blancs. Les autres types d'officiers pouvaient être d'origine japonaise. Le 442e régiment de combat a été activé au camp Shelby, dans le Mississippi, le 1er février 1943. Le premier commandant du groupe était le lieutenant-colonel Charles W. Pence. Le 442e a suivi l'entraînement de base au camp Shelby, le même camp où le 100e bataillon d'infanterie était déployé. Ces deux unités sont restées ensemble au camp, jusqu'en août 1943, quand le 100e a été envoyé en Italie. Le 442e a continué son entraînement jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, les unités du groupe ont participé aux manœuvres, montrant d'excellentes performances. Pendant ce temps, le 442e envoyait des remplaçants au 100e, depuis son premier bataillon. Lorsque le moment est venu pour le 442e de quitter l'Europe, le premier bataillon était presque complètement épuisé.
Le 22 avril, le 442e groupe de combat régimentaire a quitté le camp Shelby pour le port d'embarquement de Hampton Roads. La force du groupe a diminué car le premier bataillon épuisé est resté au camp Shelby pour former des remplaçants. Le 442e est arrivé à Naples, le 28 mai 1944. Ils ont été immédiatement rattachés à la 34e division, tandis que le 100e, 1er Puka Puka, a été placé sous leur commandement pour remplacer le premier bataillon manquant. Le 10 août 1944, le 100e a été officiellement rattaché en tant que bataillon au 442e groupe de combat régimentaire. Ils devaient remplacer le premier bataillon manquant, mais ont pu garder leur nom grâce à leur passé militaire et au respect obtenu. Au moment de l'arrivée du 442e, le 100e s'était déjà forgé une réputation respectable. Après leur arrivée en Italie en septembre 1943, ils avaient participé à de nombreuses batailles. Leur engagement le plus célèbre fut lors de la bataille de Monte Cassino, où ils ont gagné le surnom de « Bataillon Purple Heart ». Leur courage sur le Monte Cassino a coûté cher. Sur les 1300 hommes initiaux, le 100e a été réduit après Monte Cassino à seulement 521 soldats. Pour leur bravoure à Monte Cassino, l'unité a reçu la Distinguished Unit Citation, plus tard connue sous le nom de Presidential Unit Citation. Le premier engagement au combat pour le 442e et le 100e a eu lieu le 26 juin 1944 dans la ville de Belvedere, en Italie. Dès leur premier engagement, les soldats du 442e ont prouvé qu'ils seraient une force redoutable à considérer. Lors d'une attaque coordonnée, le 100e, le 2e et le 3e bataillon ont pris la ville défendue, brisant la résistance allemande et détruisant le bataillon sur place. Ensuite, l'unité a continué son avancée sur la côte ouest de la péninsule italienne jusqu'à Livourne. Sur les collines au-dessus de la ville, les Allemands ont livré leur dernier combat et ont défendu ce point stratégique. Le 442e régiment d'infanterie a combattu avec le 552e bataillon d'artillerie, pendant que les ingénieurs de la 232e compagnie du génie assuraient l'accès aux routes d'approvisionnement. Pendant 3 jours, les Allemands ont résisté, mais ont finalement perdu la bataille. La libération de Livourne a offert aux Alliés un port clé pour leurs opérations futures en Italie. Après Livourne, le 442e groupe de combat est allé à l'arrière pour un repos bien mérité. Leur mission en Italie s'est terminée en septembre 1944 lorsqu'ils ont sécurisé la rivière Arno dans le cadre de l'offensive contre la ligne gothique. Fin septembre, le groupe de combat a été transféré près de Naples et le 26 a embarqué sur des transports de la garde côtière pour la France. En Italie, les hommes du 442e ont montré leur valeur, mais c'est en France qu'ils ont véritablement prouvé leur talent. L'équipe de combat a débarqué près de Marseille et s'est aussitôt dirigée vers le front de la 7e armée près d'Épinal. Après la bataille de Bruyères, le 442e a été relevé et est allé se reposer à Belmont. Mais ce répit fut bref. Le 27 octobre, toute l'équipe de combat a été appelée en première ligne pour alléger la pression sur le 1er bataillon du 140 et 1e régiment d'infanterie, 36e division d'infanterie du Texas. Le 1er bataillon attaqua les positions ennemies sur la crête boisée et se retrouva isolé. Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, cette unité était connue sous le nom du bataillon perdu du Texas. Le 442e s'était lancé le jour même vers la crête et a attaqué l'ennemi retranché. Les progrès furent lents ce jour-là, car le terrain étroit et la forêt dense limitèrent des manœuvres. Ils ont aussi dû repousser la contre-attaque allemande, appuyés par un char Mark IV et une voiture blindée. Le lendemain ne différa guère. Les Allemands résistaient farouchement. Leur artillerie et leurs mortiers déversaient sans cesse des obus depuis les hauteurs. Exposés aux obus explosant dans les arbres, le 442e ne pouvait pas se protéger des éclatements aériens. Ce n'est que pendant la nuit que les soldats du 442e pouvaient se reposer du feu ennemi, si ce n'était pas la pluie et les températures très basses qui les empêchaient de dormir. Le 29 octobre, le 442e a poursuivi son attaque contre l'ennemi. Un peloton de chars est arrivé en renfort. Cependant, quelle que soit l'approche qu'ils tentaient, ils étaient repoussés par les Allemands. Au moment où vaincre l'ennemi semblait impossible, la nouvelle est arrivée que le bataillon perdu était dans une situation désespérée. S'il devait être sauvé, quelqu'un devait agir immédiatement. À ce moment-là, les soldats niçais du 442e ont décidé de suivre leur devise. Tout risquer, miser tout sur un seul lancer de dés.
les compagnies I et K du 3e bataillon ont fixé leurs baïonnettes et ont chargé les positions ennemies impénétrables en criant « Banzai !». Complètement surpris par cette manœuvre audacieuse et téméraire, les Allemands ont commencé à fuir leur position. Un travail de 2 jours a été accompli par 2 compagnies Nisei en seulement 2 heures. Après l'attaque, le 2e bataillon a frappé les Allemands sur leur flanc gauche. Les 30e, 3e et 100e ont poursuivi leur avance et dans l'après-midi, ont réussi à établir une connexion avec le bataillon perdu. Même si les Texans ont été sauvés, la bataille pour la Crète a continué. Quand la 442e a été relevée le 8 novembre, elle était gravement décimée. La compagnie ne comptait plus que 35 hommes en moyenne. La campagne de France s'est poursuivie jusqu'en mars 1945, quand la 442e a occupé des positions dans les Alpes-Maritimes. C'était une région relativement calme à la frontière franco-italienne, près de la mer Méditerranée. Il y a eu de l'action, mais rien de comparable à ce qu'avait vécu la 442e lors des campagnes précédentes. Le 16 mars, les troupes françaises ont remplacé la 442e, qui est alors partie pour Marseille, afin d'embarquer sur les navires en direction de l'Italie. Le 552e bataillon d'artillerie de campagne a été détaché pour soutenir d'autres unités, dont la 7e armée. Ils allèrent devenir l'une des unités à libérer le camp de Dachau. Désormais aguerri au combat, le 442e régiment de combat est arrivé en Italie début avril et a progressé à l'intérieur des terres. Ils étaient de retour à Pise, qu'ils avaient libéré 8 mois plus tôt. Leur mission était d'attaquer le flanc droit de la défense allemande dans la vallée du Pô, afin de faciliter la prochaine offensive de la 5e armée. Ils combattaient avec la 92e division d'infanterie, seule unité de combat afro-américaine, ségrégée de l'armée américaine en Europe. On trouvait aussi des troupes coloniales britanniques, françaises, et la force expéditionnaire brésilienne, incluant des soldats japonais. Les soldats du 442e ont joué un rôle clé dans le nettoyage des Apennins toscans améliens, entre La Spezia et Gênes. L'ennemi allemand résistait encore farouchement, mais il était clair que leur défaite finale n'était plus qu'une question de jours. La ville italienne de Gênes est tombée le 28 avril, ouvrant la route des Alliés vers Turin et Milan. Le 2 mai, les dernières unités allemandes d'Italie se sont rendues, mettant fin à la guerre pour la 442e. Les archives du 442e régiment de combat incluent aussi les opérations du 100e bataillon, avant son rattachement au 442e. Entre septembre 1943 et mai 1945, environ 18 000 soldats ont servi dans l'unité. Ils ont reçu plus de 15 000 récompenses et décorations, y compris 21 médailles d'honneur, 29 croix du service distingué, une médaille du service distingué, 588 médailles d'étoiles d'argent, 22 médailles de la Légion du Mérite, 15 médailles du soldat, 5200 médailles d'étoiles de bronze, 9486 cœurs pourpres, 36 médailles de commendation de l'armée, 87 commendations de division, 7 citations présidentielles d'unité, 2 commendations de service méritoire d'unité, ainsi qu'une médaille d'or du Congrès décernée le 2 novembre 2011. Cela a fait du 442e régiment de combat l'unité la plus décorée de l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Daniel Inouye, le soldat qui a combattu les Allemands à lui seul, littéralement. Lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, le jeune Daniel Kaninouye, âgé de 17 ans, était là dès le début, littéralement. En tant qu'habitant d'Honolulu, il se préparait à aller à l'église lorsqu'il a entendu les rapports frénétiques à la radio concernant l'attaque japonaise sur la base voisine de Pearl Harbor. Il s'est aussitôt rendu à un poste de secours de la Croix-Rouge pour aider de toutes les façons possibles. Travaillant 5 jours et nuits, il soignait les blessures, apportait nourriture, vêtements et réconfort aux blessés et souffrants. Au lycée, il a été bénévole à la Croix-Rouge et voulait devenir chirurgien. Pourtant, quand Inouye obtient son diplôme en 1942 et tente de rejoindre l'armée, il est refusé à cause de ses origines. À cette époque, les Américains d'origine japonaise étaient considérés comme un risque pour la sécurité. Et pendant la guerre, plus de 120 000 Américains d'origine japonaise ont été envoyés dans des camps d'internement. Inouye et sa famille ont échappé à ce sort, la population japonaise d'Hawaï étant trop nombreuse pour permettre une telle action. Au lieu de s'engager,
Il s'est inscrit comme étudiant en médecine à l'université d'Hawaï. En 1943, le gouvernement américain a autorisé les personnes d'origine japonaise à servir dans des unités séparées, revenant sur l'interdiction de s'engager. Inouï a saisi l'occasion et a vite rejoint la 442e équipe de combat régimentaire. Après un an d'entraînement, Inouï et le reste de la 442e ont été envoyés en Italie. Ils ont connu leur premier combat à la bataille de Belvedere le 26 juin 1944, s'y sont bien comportés sous le feu, et Inouï a été promu sergent. En septembre, ils ont été transférés en France, où la 442e a secouru une unité texane de la garde nationale prise derrière les lignes ennemies. La 442e a subi de lourdes pertes lors du sauvetage, certaines compagnies ne comptant qu'une douzaine d'hommes à la fin. La compagnie d'Inouï s'en sortait relativement bien, avec 42 hommes aptes au service sur les 150 avec lesquels elle avait commencé. Au cours des combats, Inouï s'est battu vaillamment et a été touché d'une balle dans la poitrine, bien que la balle ait été ralentie par les pièces d'argent porte-bonheur qu'il gardait toujours dans la poche de sa poitrine. Il a montré un tel leadership qu'il a été promu sur le champ de bataille, devenant le sous-lieutenant Daniel K. Inouï. Il a également reçu une étoile de bronze. Début 1945, le 442e est redéployé en Italie pour attaquer la ligne gothique, série de défense de l'axe au nord du pays. Le 21 avril 1945, Inouï et son peloton furent envoyés attaquer les positions allemandes près de Santorenzo. Alors qu'Inouï et ses hommes avançaient, les Allemands ont tiré avec 3 MG, 42 retranchés et d'autres armes légères. Malgré la tempête de balles dirigées contre eux, les hommes ont réussi à capturer un poste de mortier et d'artillerie. N'étant plus qu'à 40 yards, les tirs allemands se sont intensifiés. Sans se décourager, Inouï et ses hommes ont continué l'attaque. En tête de l'assaut, Inouï a été touché au torse, mais ignorant la douleur, il s'est approché à moins de 5 yards du premier nid de mitrailleuse et l'a détruit à la grenade. Il a ensuite avancé vers le deuxième nid de mitrailleuse et l'a également détruit avec d'autres grenades et des rafales de sa mitraillette Thompson. Il s'est alors approché du dernier nid de mitrailleuse, à moins de 10 yards, a saisi une autre grenade et retiré la goupille. Alors qu'il s'apprêtait à lancer, un soldat allemand muni d'une grenade monté sur fusil a visé et a tiré. Le projectile a frappé Inouï au niveau du coude et a explosé, lui sectionnant presque le bras, qui ne tenait plus que par un morceau de chair. C'était aussi ce bras qui allait lancer la grenade armée. Inouï lui-même a décrit ce qui s'est passé, déclarant, je cite, « Et alors même que je préparais mon bras pour lancer, il a tiré et sa grenade à fusil a percuté mon coude droit et a explosé. J'ai regardé mon bras pendant, et j'ai vu ma grenade toujours serrée dans un point qui, soudainement, ne m'appartenait plus. » Fin de citation. Voyant leur chef touché, ces hommes ont couru vers lui pour lui apporter toute l'aide possible, mais craignant pour leur sécurité, Inouï leur a ordonné de s'éloigner avant que la grenade ne tombe. Considérant son bras presque complètement arraché davantage comme une gêne que comme une blessure dévastatrice, il entreprit alors de dégager la grenade de ses doigts et, l'ayant saisie de sa main gauche, Inouï la lança ensuite sur la dernière position allemande avant que le soldat allemand ne puisse recharger. Brandissant sa Thompson, il ouvrit le feu. Avançant littéralement d'une seule main, il poursuivit l'assaut contre la ligne allemande et continua de tirer. Son avance ne fut stoppée que lorsqu'une balle atteignit sa jambe, le faisant tomber au sol. Il s'effondra au sol et, sous le choc et la perte de sang de ses blessures, perdit connaissance. Il reprit connaissance quelques minutes plus tard, entouré de ses hommes inquiets. Sa première réaction en les voyant fut de leur ordonner de retourner au combat, en criant « Personne n'a mis fin à la guerre !» Il continua à diriger ses hommes du mieux qu'il put, et à la fin de l'engagement, lui et ses hommes avaient tué 25 Allemands et capturé 8 autres, détruisant plusieurs positions fortifiées. Il plaça ensuite ses hommes en défense, au cas où les Allemands contre-attaqueraient. Après avoir sécurisé la situation, il accepta l'évacuation pour des soins médicaux et arriva à un hôpital de campagne 9 heures après sa blessure. Il subit plusieurs interventions chirurgicales, dont l'amputation de son bras droit, réalisée sans anesthésie, car il avait déjà reçu plusieurs doses de morphine, et on craignait qu'une dose supplémentaire ne fasse chuter sa tension artérielle à un niveau mortel. Il aurait également besoin de 17 transfusions sanguines, et les médecins doutaient qu'il survive. Il a survécu et Daniel Inouï a été promu capitaine.
recevant la Distinguished Service Cross. Il passera les 2 années suivantes à se rétablir dans des hôpitaux militaires et sera honorablement démobilisé de l'armée en 1947. Ses objectifs de vie de devenir chirurgien étant à jamais anéantis, Inouye a réorienté ses études. Grâce au GI Bill, il obtint un diplôme en gouvernement et en économie à l'université d'Hawaï, ainsi qu'un diplôme de droit à la George Washington Law School. Il s'est également impliqué en politique, devenant procureur adjoint de la ville d'Honolulu. Puis il a été élu à la Chambre des représentants du territoire d'Hawaï et deviendra plus tard sénateur territorial. Après qu'Hawaï soit devenu un État en 1959, il a été élu à la Chambre des représentants. En 1962, il est élu sénateur de l'État, poste qu'il gardera jusqu'à sa mort en 2012. Inouye aura une carrière distinguée, siégeant au sein du comité du Watergate et présidant le comité sénatorial qui a enquêté sur l'affaire Iran-Contra. Il devint président pro tempore du Sénat de 2010 à 2012 et, à la fin de sa carrière, il était le 2e sénateur ayant servi le plus longtemps de l'histoire américaine. En 2000, après révision par l'armée, la Distinguished Service Cross de Daniel Inouye est devenue la médaille d'honneur du Congrès, remise par le président Bill Clinton. Daniel K. Inouye recevra la médaille d'honneur du Congrès, une étoile de bronze, 2 Purple Hearts, la médaille de la campagne Europe-Afrique-Moyen-Orient, la médaille de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de nombreuses distinctions de pays étrangers. Décédé en 2012 à 88 ans, il recevra à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile, pour sa longue carrière et une vie entière au service du pays. L'héritage d'Inouye perdure. Son nom a été donné au principal aéroport d'Honolulu, à un destroyer de la classe Harley Burke, et à de nombreux bâtiments et installations militaires ou civiles, rendant hommage à l'une des figures majeures de l'histoire militaire et politique américaine. Un homme dont les exploits feraient pâlir de honte n'importe quel héros de cinéma.